En conclusion, donc, le général de corps d'armée Benoît Durieux est le président de l'Académie de défense de l'école militaire et le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, IHEDN, et de l'enseignement militaire supérieur. De 2014 à 2016, il a été directeur du Centre des hautes études militaires qui prépare à leur responsabilité les futurs plus hauts dirigeants des armées. En 2016, il a pris le commandement de la 6e brigade légère blindée à Nîmes, puis en 2017, il a été nommé chef de cabinet militaire du Premier ministre jusqu'en 2021. Mon général, je vous cède la parole. Merci beaucoup, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les enseignants qui, je crois, être nombreux dans cette enceinte, et puis mesdames et messieurs les lycéens, chers amis qui nous avez fait l'amitié d'être là cet après-midi. Au moment de clôturer cette journée, ou en tout cas au moment où je préparais la clôture de cette journée, j'ai eu deux pensées contradictoires entre lesquelles j'hésitais, pour ne rien vous cacher. La première, elle aurait pu consister à souligner que le thème de ce colloque révélait en creux finalement une certaine fragilité de notre nation. Si on éprouve le besoin de se demander où sont les forces morales de la société, dans le soutien aux blessés, si on en cherche les traces ici et là, c'est peut-être que nous sommes en état, non pas de mort cérébrale, mais en tout cas de doute profond, et que nos forces morales sont évanescentes. Mais, à vrai dire, j'ai vite écarté cette hypothèse. Et au contraire, l'événement de cet après-midi me donne confiance, pour reprendre les mots de Tristan Lecoq tout à l'heure. Car trop longtemps, probablement, nous avons pensé la puissance d'un pays sur un mode exclusivement matérialiste. Notre salut devait venir du PIB dans le domaine économique, du nombre de chars, d'avions, de bateaux dans le domaine militaire, de la baisse du taux de mortalité dans le domaine sanitaire. C'était le règne des indicateurs pour définir la puissance d'un pays. Alors évidemment, tout ça est très important, mais nous perdions peut-être de vue le plus important, l'immatériel, ce qui ne se compte pas, ce qui ne se voit pas, ce qui nous fait vivre en tant que nation. On en a parlé, c'est sans doute ça, les forces morales. Et cette journée montre en tout cas que tous ensemble ici, mais nous ne sommes pas les seuls, je crois, nous prenons conscience de leur importance. Cette journée montre aussi que les forces morales, au fond, nous en avons, et les tables rondes, me semble-t-il, l'ont montré avec éloquence. J'en profite pour remercier très chaleureusement tous les intervenants, les modérateurs, et puis vous tous qui avez posé des questions, notamment la toute dernière question. Ces questions, ces tables rondes, elles ont montré dans leur diversité la variété de l'engagement, le soutien de la nation. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'exemple ukrainien, qui est revenu à plusieurs reprises, nous le montre avec force. Pourtant, il ne faut pas s'y tromper. Et le chef d'état-major des armées l'a dit tout à l'heure, les forces morales d'une armée et puis celles de la société, c'est quand même deux réalités différentes. Les forces morales, c'est vrai, ça a été dit, ça a été au départ, je pense, mis en avant comme un facteur clé de l'efficacité militaire. C'est ce qui permet aux soldats de combattre, de durer, alors qu'il souffre, qu'il a éventuellement été blessé, qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a froid, qu'il a peur. Et comment on développe les forces morales ? Eh bien, on développe les forces morales grâce à la discipline, à l'entraînement, la cohésion, la confiance dans le chef. Mais il ne faut pas se tromper. La qualité d'une armée, c'est différent de la qualité des caractéristiques de la société. Les vertus guerrières de l'armée la concernent dans sa singularité. Face aux exigences qui sont uniques, malgré tout, du combat,
et elles ne sont que partiellement transposables à la nation. Développer la force morale de la nation, ce n'est pas lui faire subir un entraînement. Ce n'est pas ériger la discipline et le respect du chef en vertu cardinale. Ça, c'est le propre des régimes autoritaires. Et ces régimes finissent en général assez mal. C'est probablement le propre du régime syrien, du régime russe aujourd'hui, dont a parlé Didier François. Et d'ailleurs, en général, ils finissent finalement par épuiser les forces morales de leur pays. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais pourtant, il y a des choses qui sont comparables. Il y a des forces morales qui sont précieuses au combat et qui le sont tout autant dans la société civile. Alors, je vais céder à une tentation qui me revient régulièrement. Écoutons Clausewitz. Que faut-il entendre par la force morale du soldat ? Demande-t-il. Il appelle ça la force d'âme. Il répond, c'est la faculté d'écouter la raison, même au plus fort de l'émotion. Le contrepoids à l'effervescence des passions n'est autre que le sentiment de la dignité humaine, ce besoin d'agir en toutes circonstances comme un être doué de raison et de discernement. Autrement dit, les forces morales, je crois que c'est important. C'est d'abord l'importance donnée à la morale de la force et plus largement à la morale de l'action. Et c'est là l'importance des valeurs qui nous rassemblent. Et là, on va faire le mouvement inverse. C'est que les valeurs de la société civile, en tout cas de notre société française, elles s'appliquent parfaitement dans le monde militaire. La liberté, l'égalité et la fraternité. Quelle liberté est supérieure à celle du soldat qui accepte de risquer sa vie dans les circonstances toujours troubles du combat. Ce n'est pas comme dans les films. Que l'égalité est plus évidente aussi et terrible à la fois que celle des soldats qui font face ensemble à l'adversité, à la souffrance et au risque d'être tués. Quelle fraternité plus forte que la fraternité d'armes. Mais lorsque Clausewitz met en valeur la capacité à agir comme un être doué de raison et de discernement, je crois qu'il délivre un autre message, et un message très fort, y compris pour la collectivité nationale. Il n'y a pas de force morale sans que nous puissions ensemble regarder les faits avec objectivité. Et c'est toute l'importance du métier des éducateurs et des enseignants qui sont nombreux ici cet après-midi. Et si j'avais à donner ceux qui sont, à mon sens, dans la collectivité nationale, au premier rang, les premiers responsables et les responsables les plus utiles en termes de force morale, je dirais que ce sont les enseignants. Faire usage de la raison, se plier aux rigueurs de la méthode scientifique, combattre le subjectivisme érigé au rang de valeur suprême, ou les fondamentalismes, et les deux choses sont à mon sens assez comparables, c'est là une puissante contribution aux forces morales du pays. Et puis, pour faire preuve de discernement, il y a une deuxième condition qui, là aussi, rend le rôle des enseignants encore plus important, c'est de pouvoir débattre ensemble, d'apprendre à débattre, écouter l'autre. C'est ce que disait tout à l'heure Arnaud Serra, le négociateur du GIGN. Écoutez l'autre, même si c'est quelqu'un qui est fou ou qui veut vous tuer. Débattre, c'est ce que nous faisons, par exemple, à l'Académie de défense de l'École militaire, parce que débattre, c'est d'abord écouter. C'est pourquoi, au Centre des hautes études militaires, à l'Institut des hautes études de la défense nationale, à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, il y a des auditeurs, c'est-à-dire des gens qui, d'abord, écoutent, ont décidé pendant un an d'écouter, et qui débattent avec des chercheurs, des experts, des praticiens des 21 centres de l'Académie de défense de l'École militaire. Et ceci, je crois, c'est fondamental parce que nous vivons un moment, me semble-t-il, et je peux m'adresser là aux journalistes, où la culture du débat est en train de se perdre au profit de la culture de l'anathème. Et le débat, c'est toujours nécessaire pour dégager les meilleures options. Et plus encore, on a parlé des forces morales, de la morale de la force, maintenant il faut parler du moral.
Et le débat, c'est une condition du moral, parce que quand on discute, finalement, on cherche toujours à ouvrir quelque part un horizon plus clair, plus joyeux. Avoir le moral, c'est une composante donc des forces morales. Et là où je voudrais rejoindre ce que disait Didier François en disant « on ne mesure pas la chance que nous avons », il faut que nous arrêtions, je crois, de nous demander si nous avons le moral. Oui, on peut l'avoir le moral. Arrêtons de nous regarder et regardons plutôt ce qu'il y a à l'extérieur. Je reprends encore le terme de confiance qui a été évoqué. Nous avons un des pays les plus riches du monde, dans le continent le plus riche du monde. Une culture extraordinaire, plus que millénaire, un climat tempéré, des scientifiques de très haut niveau, une langue magique, subtile, la deuxième zone économique exclusive du monde, une des meilleures armées du monde. Je le dis sans fausse modestie. Et donc, les amis, mais l'avenir nous est ouvert. Créons, inventons. Et puis, les forces morales, c'est aussi d'être capable de vivre ensemble un certain nombre d'événements, de sentiments. C'est pouvoir frémir ensemble au souvenir de Bouvines, de Valmy ou d'Austerlitz. Austerlitz, on le célèbre samedi. Ressentir de la tristesse avec Baudelaire ou avec les romantiques, et puis l'envie d'aventure avec Rimbaud. C'est pleurer quand Notre-Dame de Paris brûle, mais c'est rire quand Coluche fait le pitre. C'est se délecter d'un bon Bourgogne avec un fromage d'époisse. Je ne suis pas hostile non plus au Bordeaux avec du camembert. Et c'est être capable de chanter avec Johnny. Les forces morales, donc, de la nation, elles ne sont pas sans point commun avec l'armée, mais elles sont en réalité beaucoup plus larges. Et puis enfin, quelque chose, à mon sens, de très important. L'histoire que nous allons faire, elle est faite d'abord par des hommes et des femmes. En ce moment, à Paris, en France, toutes les salles de cinéma projettent le dernier film de Ridley Scott sur Napoléon. Alors disons-le, tout le monde n'est pas Napoléon, mais tout le monde peut agir et faire la différence. Il n'y a pas besoin d'être un patron du CAC 40 ou d'être chef d'état-major des armées pour faire la différence. On peut faire la différence là où nous sommes. Et particulièrement, c'est vrai, tous ceux qui, par les hasards de la vie, par la chance, vont avoir plus de responsabilités que d'autres. Et là, c'est le rôle clé, encore une fois, je pense, des enseignants. C'est aussi le rôle de l'acadème, où on forme avant tout, finalement, des dirigeants. C'est le plus important ici, regroupement d'organismes publics de formation continue dans le domaine de la défense et la stratégie. Former les hommes et les femmes qui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, seront en charge de notre destin commun, je crois qu'il n'y a pas plus important, en réalité, pour les forces morales de la nation. Il n'y a pas plus important. Et ça, c'est le rôle des enseignants. Et former un dirigeant, je l'ai déjà dit, mais c'est d'abord former quelqu'un qui doit beaucoup écouter et observer. C'est former quelqu'un à rêver. On ne fait rien de grand si on n'a pas rêvé. À rêver et à voir les choses en grand. C'est former quelqu'un à l'attention envers chacun, y compris les plus modestes et les moins capables, à comprendre qu'il n'y a de grands succès que de succès collectifs. C'est former à agir comme si tout dépendait de soi, mais en sachant en réalité que rien ne dépend de soi. C'est former chacun à donner l'exemple. Et puis alors, in fine, pour ceux qui seront des dirigeants, c'est former à décider et à assumer ses décisions. Et alors, je crois que les forces morales, elles viendront par surcroît, on n'aura même plus à se poser la question. Et comme le souhaitait Bonaparte, peut-être le plus célèbre des anciens élèves de l'école militaire, nous pourrons rendre la République chère aux citoyens, respectable aux étrangers et formidable aux ennemis. Je vous souhaite une excellente soirée.